Bonjour à tous, vous regardez Sur le Web, le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net, même le week-end. Comme chaque fin de semaine, on fait le point sur les dossiers chauds des 7 derniers jours. Au programme aujourd'hui, la préservation de la langue française à l'heure des réseaux sociaux, la photo d'un camp de réfugiés palestiniens en Syrie et une application qui devrait changer la vie des aveugles. C'est parti. J'ai le plaisir d'accueillir cette semaine Sarah Koskiewicz, bonjour. Bonjour. Productrice au sein d'I24 News, oui, mais surtout au sein de l'émission Sur le Web. Michel Thomen, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef au sein d'I24 News, pas au sein de Sur le Web, mais au sein du desk d'information de I24 News en français. Merci à vous deux d'être ici. Merci. Du 15 au 23 mars, c'est-à-dire en ce moment même, a lieu la semaine de la langue française de la francophonie. Alors on le sait, la langue française est une langue riche, ancienne, belle, qui fait rêver à l'étranger, mais qui est aussi extrêmement dure à maîtriser tant ses règles d'orthographe et de grammaire sont nombreuses. Et savoir écrire correctement français est un défi qui ne date pas d'aujourd'hui, souvenez-vous. Allons-y. Le titre, le futur pas simple. La micro-informatique avec ses câbles multifilaires, des médiums ou des pythonistes à des parsecs de là. Je conteste. Tu l'as fait en hébreu, la dictée, ça va plus vite. Si c'est un accent grave, à droite. Et si c'est un circonflexe, un chapeau au centre. N'oubliez pas. Je savais que j'aurais des histoires avec les accents. Je vais écrire « C'est une langue belle avec des mots superbes qui portent son histoire à travers ses accents ». Quelle pétaudière. La trouille des soi-disant astronomes quant aux effets des zizigies sur les cimes et les fêtes, jamais Ziggurat n'a été bâti par une main-d'œuvre aussi mélangée. Montre-moi ton sizigi, je te ferai voir ma ziggourate. La ziggourate et les choses comme ça, je sais ce que c'est. Ça s'écrit comme zigounette. C'est du charabia. Époustouflant avec un ou deux F. Alors, vous avez bien entendu reconnu la dictée de Bernard Pivot. Michel, je me tourne vers vous. On a beaucoup parlé cette semaine de la langue française dans notre émission, notamment à cause d'un compte Twitter qui s'appelle Becherel Tamer. Je suis désolé, ça s'appelle vraiment comme ça. Ah oui. On l'a eu au téléphone cette semaine. C'est un justicier masqué de l'orthographe. Il agresse sur Twitter tous ceux qui écrivent mal français, notamment les politiques, les médias et les journaux. On va voir peut-être quelques exemples à l'écran. Michel, est-ce que la langue française est en danger à l'heure de l'immédiateté ? Bah, écoutez, la langue française telle que je l'ai apprise à l'école est évidemment en danger. Je vois que les gens n'écrivent plus de la même manière qu'auparavant. Personnellement, moi, ça me gêne un peu. J'ai l'habitude d'écrire à l'ancienne et par exemple dans les emails que je vous envoie, j'écris cher Julien, puis après je me dis c'est un peu ringard parce qu'on met salut. Bon, alors donc j'essaye de me mettre au goût du jour. Donc quelques exemples de MDR, mort de rire, lol. J'ai appris un peu la modernité, donc je suis partagé. C'est-à-dire que j'essaye, je ne peux pas faire autrement que de corriger une faute d'orthographe. Et en même temps, je me dis que la langue évolue. La langue qu'on parle aujourd'hui et qu'on écrit aujourd'hui n'est plus la langue française du 15e et du 16e siècle. De manière 21e siècle, tout en voilà, donc l'orthographe. Le problème, c'est de trouver oui, mais si l'orthographe aussi évolue, c'est-à-dire que la langue change. Donc le problème, c'est de trouver un équilibre. C'est que je pense quand même, quand on utilise le langage traditionnel, eh bien, il faut essayer de respecter l'orthographe et de respecter la syntaxe. Il n'y a pas que l'orthographe, il y a la syntaxe, etc. Mais aussi, il faut accepter que la langue change et que de nouveaux mots soient intégrés, comme des mots anglais, par exemple. Il y a eu toute une bagarre contre les anglicismes. On voit un tweet assez mythique de Nadine Morano qui a été repris par Becherel Tamer. Il aura fallu 2 ans François Hollande pour faire adopter la loi dite Florange qui restera dans les annales de l'inutilité. Oui. Voilà, chacun comprendra où est la faute d'orthographe. Oui. Peut-être que tout le monde n'a pas compris. Annales avec 2 L. Vous voulez expliquer Michel, vous voulez expliquer Olivier Rubinstein, qui est directeur de l'Institut français à Tel Aviv et de tous les instituts français en Israël qui étaient sur plateau, et il est éditeur, il a dit que la solution c'était la lecture. Et que les SMS ne portaient pas atteinte à la langue française, mais que l'immédiateté des réseaux sociaux, oui. Est-ce que vous êtes d'accord et que la solution passe par la lecture? Why not non, je pense qu'il a raison. Il a raison. Mais à part ça, le vrai problème, c'est que les gens lisent, mais ils ne lisent plus de la même manière, ils ne lisent plus la même chose. Ils lisent de moins en moins. Les jeunes ne lisent moins des livres, et ils lisent beaucoup plus des choses très courtes sur Internet, des extraits. Voilà. Donc le monde a changé.
Sarah, sur ce sujet précisément de l'immédiateté sur Internet. Je vais revenir rapidement sur ce que disait Michel sur les LOL et MDR. On peut aussi tout à fait très bien parler français ou envoyer des SMS ou envoyer des emails et ne pas passer par ça parce que ce sont des acronymes d'expression. C'est ni joli en français ni joli en anglais. En revanche, effectivement, Internet produit du contenu à lire très court, puisque c'est ce que cherche l'internaute. Mais en revanche, on a quand même de très bons médiums comme les sites internet qu'on connaît, Slate, c'est juste quand même que c'est très spécifique à la langue française, parce que la langue française est une langue très compliquée, et qu'en hébreu, par exemple, on ne fait pas de faute d'orthographe quand on écrit sur Internet, parce qu'il y a moins de moyens de raccourcir l'hébreu, et qu'on passe beaucoup plus par des acronymes que par des abréviations. Donc il y a beaucoup moins de fautes d'orthographe en hébreu. Il y a du langage de rue qui est moins soutenu, mais il y a moins de fautes d'orthographe en hébreu. En revanche, on peut trouver des choses sur les réseaux sociaux qui donnent envie de se suicider à coups de bécherel, vraiment. Et c'est dramatique parce que les générations, la mienne ou celle d'en dessous, ne savent pas écrire. Et on le sait parce qu'il y a des chiffres sur l'illettrisme et l'analphabétisme. Et Internet en est en partie responsable, malheureusement. Allez, on parle à présent du Proche-Orient. Ça fait 3 ans que la guerre en Syrie fait rage et parmi les drames, celui des centaines de milliers de personnes déplacées a fait la une de l'actualité. C'est sur ce point que l'UNRWA, l'organe des Nations Unies en charge des réfugiés palestiniens, a décidé d'insister. Les réfugiés palestiniens sont très présents en Syrie depuis 1948. À l'occasion des 3 ans du conflit, l'UNRWA a publié cette photo que vous allez voir à l'écran. On y voit des habitants d'un camp de réfugiés palestiniens qui se pressent à une distribution de nourriture de l'ONU. C'était fin janvier. C'est arrivé pour la première fois depuis 6 mois après le siège et des bombardements des forces de Bachar el-Assad. Ça a été repris des millions de fois sur Twitter. Sarah, je me tourne vers vous. C'était précisément le but de l'opération, de faire une tempête Twitter, comme on dit en anglais, une storm Twitter. Une Twitter storm, exactement. Ça arrive assez régulièrement, mais là, en l'occurrence, pour vous donner je ne vais pas vous donner le chiffre exact parce que je ne me rappelle pas, mais il y a eu plus de 21 209 956 personnes sur les réseaux sociaux qui ont pris la photo. Utilisation sur les réseaux sociaux. Pour vous donner un exemple, le fameux selfie de Ellen DeGeneres pendant les Oscars a été retweeté 3 millions de fois. Donc là, on parle quand même de plusieurs millions. Vraie tempête Twitter. Et c'est génial. Et c'est génial, c'est à ce moment-là que on se rend compte qu'à moindre échelle, les réseaux sociaux peuvent en tout cas œuvrer pour la diffusion d'informations, parce que mine de rien, ça fait plusieurs... ça fait plus de 3 ans et les médias ont un peu détourné et les médias et Internet, qui va très très vite, se sont déjà détournés du problème en Syrie. Michel, est-ce qu'une photo réutilisée par plus de 21 millions de personnes sur l'ensemble des réseaux sociaux peut faire le travail de la communauté internationale, réussir là où la communauté internationale a échoué, à savoir mobiliser l'opinion? Évidemment non. Évidemment non. Qu'on sensibilise l'opinion, oui, mais on la sensibilise de manière fugace. Je trouve ça bien. Je ne critique pas ça. Que la communauté internationale n'accepte pas l'image, par exemple, des armes chimiques, de l'attaque au gaz chimique à mobiliser. Alors, est-ce qu'une image comme ça peut remobiliser? Alors, écoutez, là, il y a quand même le problème aussi de la responsabilité politique. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où les gouvernements occidentaux ne voulaient pas intervenir en Syrie. Ils ont trouvé quand même un moyen d'intervenir sans intervenir militairement, c'est-à-dire de se focaliser sur les armes chimiques. Aujourd'hui, la communauté internationale ne veut pas intervenir en Syrie pour des mauvaises et pour des bonnes raisons. Elle n'interviendra pas en Syrie. Et vous pouvez envoyer toutes les images que vous voulez. L'opinion publique peut être sensibilisée, mais c'est une sensibilisation qui est fugace, qui est fugitive, qui est instantanée, comme parce Internet. Que demain il y aura une autre photo qui chassera celle-là. Mais je veux pas être un donneur de leçons. Je trouve ça bien. Je trouve ça intéressant. Mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Ce n'est pas ça qui poussera les gouvernements à intervenir. Sarah, il y a la photo. Il faudrait dire quelques mots sur les rumeurs de Photoshop ou non. Alors, juste pour rebondir sur ce que disait Michel sur la fugacité d'Internet, il y a quelques semaines, on a montré la campagne Save the Children d'une ONG exactement pour la même cause. Et on était très contents de montrer cette vidéo durant l'émission. Et puis, un week-end s'est passé. Et il s'est passé tellement de choses sur Internet. Et ils se sont passés les Oscars. Absolument. Et les Oscars ont effacé. Voilà, les Oscars ont effacé. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose un petit peu dérangeant quand même de se dire qu'on aime à participer à la diffusion de l'information, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Il faut passer au dernier sujet, Michel, je suis désolé. On va passer à présent au sujet tech de la semaine.
Notre sujet tech de la semaine concerne une start-up israélienne qui s'appelle Trendymoon. Son but est de faciliter le partage de contenu. La start-up propose des outils qui permettent de maximiser la capacité virale des sites internet. Alors comment ça marche? Ils utilisent leur produit Move qui permet de transformer chaque article écrit en un fichier sonore, en un court fichier sonore. Et de cette manière, l'internaute peut avoir une idée précise et rapide du contenu de l'article. Et plus important encore, il pourra le partager de manière plus facile et plus attractive pour ses amis sur les réseaux sociaux. Donc une question tout d'abord, est-ce que l'audio est le meilleur allié des réseaux sociaux? Sarah? Je ne sais pas vraiment en réalité. Je pense que l'audio a exactement, pour l'instant exactement la même part que l'écrit. On clique sur des liens YouTube ou Dailymotion, on voit également, on lit également des articles. Pour l'instant, il n'y a pas eu de vraiment sur les réseaux sociaux, il n'y a pas eu de gagnant. Est-ce que vous voulez voir exactement comment l'application fonctionne? Montrez-moi. Alors on va regarder. Formidable. Donc on a vu comment ça fonctionnait. Est-ce que l'audio va prendre le pas sur l'écrit? Alors, on est dans une ère assez étrange et intéressante. On a Google Glass, on a la smartwatch d'Android, on a des applications comme ceci, mais on a aussi Siri dans nos iPhones à qui on parle. Et c'est quand même bizarre, parce qu'on parle à un appareil qui nous répond souvent, qui sait plus ou moins à peu près tout ce qui se passe dans nos téléphones, dans nos devises, ce qu'on écoute, ce qu'on lit. Donc, c'est intéressant ce qui serait intéressant de voir, c'est que je pense qu'à l'avenir, effectivement, ça prendra le pas, mais là c'est quand même très bizarre. On passe notre temps à parler à des lunettes, à des montres. Ça rappelle le film Her avec l'homme qui tombe amoureux d'une machine. Absolument. Et ça rappelle également, pour moi ça me rappelle plutôt Hi Robots, qui est sorti il y a quelques années où Will Smith vivait avec des robots, mais j'ai surtout l'impression qu'on y va à grands pas parce que à moyen terme, dans quelques années, on sera vraiment accro, comme on est aujourd'hui accro à nos smartphones, et ça nous paraissait impossible il y a 15 ans, je pense qu'on sera vraiment accro à des appareils ou à des applications comme celle-ci. Michel? Alors, il y a peu d'inventions qui remplacent totalement l'invention précédente ou qui la supplantent totalement. L'automobile n'a pas supprimé la bicyclette. Et on a vu la bicyclette, curieusement, on voit la bicyclette revenir aujourd'hui, plus de 100 ans après son invention. Voilà. Et à l'époque de l'avion, à l'époque des supersoniques, etc. Donc, je pense qu'il en est de même pour les supports de ce type-là. Il a dit qu'il apportait aussi une solution aux personnes aveugles. Voilà, c'est ça qui est très intéressant. Oui, c'est ça. C'est que qu'un support peut revivre et se donner une nouvelle jeunesse avec une nouvelle utilité, une nouvelle fonction. Et je reviendrai à ce que disait tout à l'heure, à ce que vous avez cité, Olivier Rubinstein. C'est vrai que Internet ne supprime pas le livre, n'est pas contradictoire avec le livre, puisqu'aujourd'hui on a des nouvelles, on a maintenant la numérisation des livres. Et donc la naissance d'Internet a dans un premier temps porté un coup à la lecture traditionnelle. Ça va certainement supprimer, ou en tout cas relativiser le livre traditionnel qu'on mettait dans sa bibliothèque, mais ça peut donner une nouvelle chance à la lecture et la démocratiser. Et voilà. Et donc finalement, vive le progrès. Malgré ces dangers. C'est un joli mot, une jolie transition. Malgré ces dangers, vive le progrès. C'est une jolie transition pour passer aux images de la semaine sélectionnées par nos invités. Michel, votre image de la semaine. Alors, on la voit là? On la voit pas? On va la voir. Alors, j'ai choisi l'image d'un monsieur qui est au téléphone, il est comme ça. Bon. Mais qui est-il? Alors, ce monsieur, je crois que c'est un ancien président de la République française, il s'appelle Nicolas Sarkozy. Alors, cette photo, elle a fait le tour, évidemment, des journaux, des magazines, d'Internet, parce qu'elle illustre un événement qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité française, les écoutes téléphoniques d'un ancien président. En réalité, alors c'est ça qui est... Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette photo, elle illustre parfaitement Nicolas Sarkozy, qui est là, qui a même pris le nom de Monsieur Bismuth, qu'on a vu sur l'antenne d'Actualité News. Voilà. Et en même temps, je suis sûr que cette photo n'a pas été prise au moment où Nicolas Sarkozy est écouté, puisqu'il est écouté depuis quelques mois, et cette photo est plus ancienne. Et donc là, on a quelque chose d'assez intéressant. C'est cette photo qui a illustré tous les articles. Et oui, mais parce qu'elle l'illustre très justement, très justement. Et en même temps, c'est pas cette photo, elle n'a pas été prise à ce moment-là. Et là, c'est un truc qu'on voit
voit souvent dans les médias, l'image prétexte, l'image qui est utilisée pour illustrer un événement, mais là, elle colle parfaitement. Alors après, la question qu'on peut se poser sur le fond, c'est est-ce que ces affaires vont être le cercueil, le tombeau de la carrière politique de Sarkozy, ou est-ce qu'au contraire, ça va lui permettre de rebondir s'il apparaît comme victime d'un acharnement. Et là, je vais vous dire, nul ne le sait. Eh ben, vous serez là en tout cas pour nous en parler dans les prochaines semaines. Sarah. Moi, l'image que j'ai sélectionnée, c'est une photo qui a été publiée sur Twitter du journaliste Andrew Buncombe qui travaille à The Independent. Jeudi matin, qui a tweeté ça jeudi matin, 5 minutes avant la conférence de presse concernant enfin les premières vraies informations sur le Boeing de Air Malaysia. Et je trouve ça génial qu'il ait eu cette présence d'esprit de tweeter ça. Et juste après, il a tweeté une photo des autres journalistes et des micros, etc. Et je trouve ça génial. Merci beaucoup Sarah, merci beaucoup Michel. Merci, voilà, c'est la fin de cette Merci. émission. Merci à vous de l'avoir suivi chez vous. Merci à vous. Vous nous manquez déjà. Attendez, je vais le dire. Je vous donne rendez-vous lundi soir pour de nouvelles informations en provenance du net. Passez un beau week-end. Vous me manquez déjà, Michel. Merci. Moi Vous aussi, Sarah.